Alors bonjour à tous, donc on est là pour parler aujourd'hui de l'UI de Legberg Legacies, donc part intégrante de l'immersion. Bon, pardonnez-moi, c'est la première fois que je m'adonne à ce genre d'exercice, donc si je bafouille ou que j'ai l'air de me liquéfier, c'est normal, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas après avec les questions s'il y en a. Pour présenter un petit peu le contexte. Et moi, je viens donc d'Ishtar Games, qui est un studio principalement basé à Lille et avec certaines personnes qui sont sur Bordeaux. On est anciennement connu sous le nom de CCCP. On avait sorti du coup à l'époque Dead in Bermuda et Dead in Vinland, qui sont des jeux de management, survie, aventure, RPG. Donc Dead in Bermuda, on avait vendu à peu près 40 000 unités et Dead in Vinland, 91 000 unités. Et du coup, en 2023, on a sorti The Last Spell, qui est un RPG tactique avec des éléments de roguelite, qui lui a été vendu à 400 000 unités. Et son premier DLC, du coup, qui est sorti hier, si jamais, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, donc on est un studio d'à peu près une trentaine de personnes pour placer un petit peu la taille. Donc pour rentrer un petit peu plus encore dans le détail, donc moi c'est Manon Fontaine, j'ai 30 ans, je vous présente aussi mon chien parce que ça se fait beaucoup en conférence, je trouve qu'il est très mignon donc ça vaut le coup. Donc voilà, moi après une formation de 5 ans à Pictura, donc anciennement Pôle 3D, j'ai intégré Ishtar donc en stage d'abord de 6 mois, où j'ai pu commencer à faire mes armes sur Dead in Vinland. Donc j'avais principalement travaillé sur tout ce qui est environnement et les objets avec lesquels on pouvait interagir dans l'exploration. Et j'ai pu continuer mon parcours donc, depuis maintenant 7 ans en travaillant sur The Last Spell et divers projets, parce qu'à l'époque on faisait de la presta, etc. On faisait du serious game. Donc voilà, j'ai fait mes armes sur pas mal de styles différents, ça qui est assez intéressant. Et puis bon, finalement arriver et avoir l'opportunité d'être directrice artistique sur Legberg Legacies. Ishtar Games, voilà. Du coup, pour vous parler un petit peu du projet, donc voilà, pour résumer Legberg en quelques images, donc c'est travail, vie de village. Faut marier ses habitants et construire vraiment une lignée. C'est vraiment le but de faire grossir la lignée de vos personnages et puis recommencer encore et encore. Donc Legberg Legacies, donc c'est un jeu de simulation de gestion de village. C'est vraiment un jeu de gestion en fait centré sur ses habitants et sur vraiment leurs relations. Le but, c'est de faire les meilleures relations possibles pour qu'ils soient le plus efficaces, qu'ils fassent des enfants les plus doués dans leur métier, etc. Donc vraiment, voilà, centré sur les relations. L'intention en fait derrière Legberg, c'était vraiment de proposer un jeu de gestion qui puisse faire peut-être un petit peu moins peur, parce qu'on a des jeux de gestion qui sont quand même assez touffus. Ça peut faire peur. Donc on voulait s'ouvrir à un public qui a peut-être moins l'habitude, tout en gardant cette cible gestion. Donc voilà, on a essayé d'allier quand même un jeu de gestion assez poussé pour plaire à ces joueurs-là, mais aussi un truc qui peut être joué un peu bac à sable pour le plaisir de faire des couples, faire des enfants et voir comment ça évolue. Donc Legberg, ça a été 400 000 unités vendues sur PC et 70% de reviews positifs. Donc Legberg, en quelques dates, le projet a été lancé en 2020. Alors c'est très vague parce que ça s'est vraiment étalé sur un an. On a commencé à monter le projet. On était que deux avec Matt à la base, juste à proposer le projet, etc. Et puis après, au fur et à mesure, on a pu rajouter des gens dans l'équipe pour vraiment commencer la production. Donc voilà, ça arrivait plutôt fin d'année. En juin 2021, on présentait le jeu à l'E3 avec un premier trailer. En juin 2022, on propose une première bêta fermée sur notre Discord. En février 2023, une démo Steam Next Fest. Et en mai 2023, une dernière bêta fermée pour une sortie en juillet 2023. Je vous détaille tout ça parce que c'est vachement important, surtout sur le sujet d'aujourd'hui, de pouvoir avoir fait tester notre UI, UX tout au long de la prod. Ça nous a vraiment permis d'itérer dessus avec les retours des joueurs, etc. Et je pense que ça a son importance. Donc voilà.
Du coup, avant de se lancer dans le vif du sujet, enfin, voilà, Legberg, c'est aussi une équipe, hein. Moi, c'est toute cette réflexion qu'il y a eu autour de l'UX, c'est pas que de mon fait, ça a été vraiment le travail de tout le monde. Donc, voilà, aujourd'hui, je les représente, mais ce n'est pas que moi. Alors, par où on commence? Je pense que avant de se lancer, il faut vraiment définir ses objectifs et ses besoins, connaître son public. Donc juste un petit rappel de quoi on va parler principalement ici. Petit rappel UX, très simplement, hein, parce que je ne suis pas une experte technique sur ce domaine. Donc voilà, l'UI, c'est l'interface utilisateur, l'UX, l'expérience utilisateur. Et voilà, les deux en fait vont venir travailler en tandem pour vraiment proposer une expérience cohérente. Lui, elle va vraiment en fait faciliter l'interaction du joueur avec le jeu, et l'UX, elle garantit que cette interaction elle est agréable, engageante et significative. Lui, c'est vraiment ce qui va vous donner, enfin, qui va permettre d'accéder à cette expérience qui sera l'UX, quoi. Donc voilà, très simplement. Donc avant de se lancer, la bonne question, je trouvais, c'était vraiment de se demander qui va apporter ce travail sur lui. Surtout moi personnellement, c'était la première fois que je faisais de l'UI, j'avais pas eu l'occasion de le faire sur d'autres projets, donc je pense que c'est important de savoir d'où on part. Voilà, moi je me suis posé cette base que l'UI c'est déjà pas UX, c'est déjà pas un sujet facile, donc voilà, c'est ma première expérience. Il faut déjà que je cherche quelque chose qui fonctionne et qui soit agréable à utiliser, et après je commencerai à innover si je peux, mais voilà, d'abord chercher quelque chose de fonctionnel et agréable. Il faut pas avoir peur d'itérer, mais donc ça a été le cas sur Legberg. Il y a eu vraiment pas mal de recherches sur les possibilités d'UI. On a pu itérer tout au long du parcours. Il y a eu vraiment pas mal de recherches. Mais voilà, là c'est un petit peu un mème que m'avaient fait mes collègues pour me caractériser. J'ai tendance à être très critique et à regarder les critiques. Donc c'est important de savoir aussi s'arrêter dans l'itération. C'est vrai que on peut vite tourner en rond en fait dans l'itération, surtout dans l'UX, sans que ça apporte forcément quelque chose de mieux à l'expérience. En fait, l'UX, il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, il y en aura plusieurs. Et du coup, il y a des fois, l'itération, elle sera pas forcément mieux, elle sera juste différente. Donc voilà, il faut savoir s'arrêter. Des fois, c'était un petit peu mon credo que je me suis posé. Et moi, du coup, je connaissais. Donc, dans le studio, on avait Jacques qui avait travaillé sur les autres interfaces du jeu. Je pense qu'il n'y a pas de honte quand on commence comme ça le projet à apprendre l'expérience de ses collègues. Lui, il l'a traversé avant moi, donc il n'y avait pas de honte à dire je ne sais pas dans quoi je m'embarque, qu'est-ce que tu me conseilles? Et c'est vraiment des conseils qui sont très bons à prendre, parce que j'ai su tout de suite les endroits où je devais vraiment faire attention. Par exemple, il m'avait conseillé que la gestion des fichiers d'UI peuvent vraiment être assez lourds, parce qu'on a souvent tendance à vouloir que les objets d'UI soient dans différents fichiers, donc on peut vite se perdre. Et voilà, le fait de le savoir en amont, c'était quand même un petit peu compliqué à gérer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'assets qu'on a envie de retrouver dans plusieurs fichiers. Mais en tout cas, j'ai pu y prendre garde. Donc voilà. Donc une fois qu'on sait qui va faire cette UI, pour qui on va faire cette UI. Donc, où et comment, enfin UX, hein, bien sûr, globalement, c'est parce que moi je suis plus quand même orientée UI, mais où et comment donc le joueur va utiliser mon interface, dans quelles conditions? Est-ce qu'il va jouer à la manette? Est-ce qu'il va jouer au clavier? Est-ce que c'est un jeu plus chill? Est-ce que c'est un jeu vraiment très dynamique, où faut que ça réagisse vraiment très rapidement? Enfin voilà, c'est important. Les codes ne sont pas les mêmes selon comment elle va être utilisée, donc il faut se poser toutes ces questions avant de commencer. Et pareil, mon type de jeu, quels sont les codes? Et pour ça, le mieux, c'est de tester le même genre de jeu que vous, de regarder des streams. C'est super intéressant, parce que on voit directement les gens interagir avec des interfaces qui proposent à peu près la même expérience que vous, et ça permet de voir instinctivement les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette interface en fait. Et du coup, ça vous permet de pouvoir proposer une UI vachement plus intuitive pour vos joueurs, parce qu'ils vont retrouver des codes
codes qu'ils ont l'habitude de retrouver dans les jeux qu'ils ont l'habitude de jouer. Donc voilà, je vous ai mis 2 petits sites que j'ai eu l'habitude d'utiliser, qui sont super pratiques sur le sujet. Donc Game UI Database et Interface in-game, qui classent en fait les UI selon plein de critères, donc les styles graphiques, les écrans, etc. Donc ça permet de trouver directement un sujet spécifique si vous en avez besoin. Donc voilà. Et à partir de là, je sais pour qui je fais le jeu, je sais qui le fait, mais qu'est-ce que j'ai aussi envie d'apporter, moi, là-dessus, quelles sont mes envies. Donc voilà, je voulais avoir une UI immersive et diégétique, donc qui fait vraiment partie de l'expérience. Voilà, Legberg, c'est un jeu de gestion. Les jeux de gestion, il y a beaucoup d'interfaces. Je voulais pas forcément que ça soit un jeu avec juste des boîtes qui s'enchaînent. Donc voilà, le but, c'était quand même de réussir à apporter de l'immersion, malgré le fait que je cherchais une UI qui reste pratique avant tout. Et voilà, je voulais pas que le joueur il ait le sentiment de naviguer dans des menus. Et toujours dans cette optique de viser un public un petit peu plus chill, il ne fallait pas que mon UI elle soit effrayante. Il fallait vraiment qu'elle puisse être accessible et agréable à utiliser. Donc voilà, je vous présente un petit peu quelques références qui m'ont suivi un petit peu tout au long de la prod, et ça a vraiment été ce qui m'a permis de poser un peu mes intentions. En fait, j'ai regardé ces UI, elles me plaisent, pourquoi elles me plaisent, et qu'est-ce que j'ai envie d'en tirer, en fait. Donc, il y a sur la première, le travail de Evgeny Wittmann, j'espère que j'écorche pas trop, qui fait des UI très stylisées, diégétiques. Donc c'est vraiment, lui est intégré à l'univers du jeu. Il n'y a rien qui se détache. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. Bon, pas forcément facile à faire dans notre contexte, mais voilà, c'est vraiment une intention assez forte qui m'intéressait beaucoup. Sur le remake de Wonder Boy, ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment cette place qu'avait l'immersion et vraiment lui qui avait sa place sur la droite, mais on avait vraiment quand même toute cette place pour l'immersion, et c'était vraiment intéressant, je trouvais, ça apportait quand même quelque chose. Pareil, de toute façon, sur Moonlighter, c'est que malgré tout, voilà, ils ont injecté des petits éléments vraiment juste pour l'immersion, avec le personnage et ses outils, etc. Mais ça laisse quand même la place bien visible pour lui, ça fonctionne bien. Et bien sûr, Potioncraft, du coup, où lui s'intègre parfaitement au style de jeu, enfin au style graphique du jeu, et ça fait vraiment part intégrante du graphisme. En fait, il y a aucun décalage, et malgré tout, ça reste très lisible et fonctionnel. Donc voilà, c'est un peu les intentions que je souhaitais suivre sur ma production. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet de Legberg, comment lui a évolué tout au long de la production. Donc lui immersive, est-ce que c'est un combat permanent entre le style et la clarté? Alors, moi j'avais un petit peu un biais quand j'ai commencé, c'est que j'avais tendance à penser que pour que mon UI elle soit immersive, il fallait qu'elle soit forcément diégétique. Donc pour vous replacer un petit peu, pareil, très simplement, l'UI diégétique, c'est une UI qui est vraiment intégrée au monde du jeu et qui fait partie de l'univers fictionnel dans lequel sont les personnages. Donc ils pourraient limite toucher cet objet, interagir avec directement. Et à l'inverse, l'UI extra-diégétique, elle est séparée du monde et généralement, elle est en surimpression du jeu. Bien sûr, je vous ai mis les deux extrêmes. Il existe il en existe différentes, un petit peu plus mesurées entre les deux. Mais voilà, en tout cas, moi c'est vrai que pour l'immersion, l'UI diégétique, c'est ce qui me vendait le plus du rêve. Ça soutient l'atmosphère du jeu, ça dénote pas, mais c'est une UI qui peut être limitée en fonctionnalité et nécessiter des efforts supplémentaires pour le joueur pour prendre en main en fait. Parce que sur un jeu de gestion, en tout cas, on aura beaucoup d'éléments à apporter. Donc pour la hiérarchisation, tout ça, ça pouvait être compliqué. Donc voilà, je vous ai mis deux petits exemples ici. Voilà, après, à l'époque, j'étais très binaire. C'était vraiment l'un ou l'autre. Après, on se rend compte au final
au fur et à mesure qu'on avance, que c'est pas aussi binaire, hein. Une UI, elle n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Ça peut être vraiment apporter les informations de plusieurs manières différentes aux joueurs. En tout cas, les décisions sont vraiment dépendent en fait du style et de la mécanique de votre jeu et de l'ambiance que vous souhaitez créer. Enfin voilà, il n'y a pas de meilleure manière de faire. Ça dépend clairement de votre jeu. Sur Zelda, leur expérience, elle est tellement forte à côté de l'interface qu'ils n'ont pas besoin d'une interface hyper immergée dans le jeu. Il faut qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle sorte pas de l'expérience en fait qu'il y a à côté. Donc, et au final, elle fonctionne très très bien, quoi. Donc, les premières intentions de Legberg ont été vraiment orientées dans ce sens-là. Voilà, on veut gérer une vie de village, s'attacher aux personnages, on veut vraiment vivre un petit peu avec eux. Donc, voilà, on va naviguer directement dans le village. Les maisons, c'est des boutons. Au final, on va cliquer sur la maison, on va rentrer dedans, on va voir directement la maison du personnage. Et là, on est super au niveau immersion. C'est ce qu'on cherche. Alors ça, c'est vraiment les toutes premières intentions du UI qui ont été posées. Voilà, c'était vraiment dans cette optique-là. Vas-y, je veux que mon UI, elle soit dans mon décor. Ça va être génial. Malheureusement, on se rend quand même vite compte. Dès le début, on se rend compte que en fait, on va vite être limité en place, que la hiérarchisation, elle est hyper compliquée parce que je suis aussi dépendante des matériaux que je veux utiliser, etc. Donc, je ne peux pas utiliser n'importe quelle couleur pour faire ressortir un truc. Enfin, voilà, c'est... Pour la Manon qui s'était dit, fais simple, tu commences dans lui, je m'égarais un petit peu. Donc... voilà, pareil, ici, on était là en mode super, génial. Par contre, si je veux 8 enfants, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, on a très vite mis un holà là-dessus en mode c'est peut-être pas ce qu'on recherche. Donc à partir de là, nous, en termes de prod, on commence en fait à attaquer le concret. On commence à mettre des game designers dans la boucle qui commencent à étoffer un peu les systèmes. Donc pareil, les mock-ups deviennent un petit peu plus complexes, les systèmes s'améliorent, etc. Donc nous, bien sûr, c'est le GD donc, qui fait vraiment office du UX designer. C'est lui qui propose vraiment la base de l'interface, c'est lui qui propose le mock-up initial en fait, et en gros il nous présente comment il visualise l'interface et sa fonctionnalité. Et nous en fait après en UI on vient apporter notre vision là-dessus. Alors je vous ai mis ça pareil qu'une collègue avait fait à l'époque parce que on a eu un peu le biais de... En fait ils voulaient trop bien faire au niveau des mock-ups, ils allaient trop loin. Et en fait, moi, c'était hyper compliqué d'apporter ma vision en fait sur lui parce que c'était déjà trop orienté dans un sens et j'avais du mal à apporter vraiment ce que je voulais dessus. Donc, pour les mock-ups, on est vraiment revenu à quelque chose de très moche mais très fonctionnel. Et le principal, en fait, c'est vraiment d'avoir l'intention de l'UX designer. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent en premier ? Comment tu veux qu'ils naviguent là-dedans ? Les intentions, c'est suffisant. Et après, comme ça, moi, j'ai la place pour appuyer ces intentions avec le graphisme. Donc... idéalement, dans un monde merveilleux, il faut que vous commenciez à tester votre UI dans cet état-là. Vous intégrez et vous interagissez avec. Nous, chez Ishtar, on est des très mauvais élèves. On ne fait pas comme ça jusque-là, mais on essaye de s'améliorer. On a tendance à habiller nos interfaces très rapidement. Surtout, là, le contexte avait fait que moi, j'avais commencé le graphisme en amont. Donc forcément, j'ai alimenté tout ça avant. Donc le problème, c'est que quand on se rend compte que ça marche pas, on se retrouve à jeter des pans d'UI. Alors, on peut réutiliser, etc. Mais c'est quand même pas le plus pratique. Donc, je vous le conseille pas. Après, il y a des avantages. On a pu présenter le jeu à l'E3 très rapidement. Pour communiquer, c'est très pratique. Toutes les bêtas, etc., c'est pareil, on avait une UI quand même déjà assez avancée à présenter aux joueurs, donc ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. On essaiera d'améliorer ça, promis. Donc voilà un petit peu l'itération
qu'on est arrivé après tout ça. Donc, on a retravaillé un peu nos mock-ups, on a retravaillé un petit peu ce qu'on souhaitait au niveau de l'UI. Donc, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Donc, oui, bon, on est dans des boîtes, ce que je voulais pas, mais au moins, on sait ce qu'on regarde, on sait ce qu'on cherche. On n'a quand même pas sacrifié toute l'immersion. Quand on rentre dans le bâtiment pour aller déposer ses personnages pour travailler, bah, on a quand même le bâtiment derrière l'interface qui permet de situer un petit peu. Donc bon, voilà, on n'a pas tout sacrifié dans le lot. Mais voilà, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Par contre, voilà, sur certaines interfaces, on a vraiment perdu toute l'âme. Il n'y a plus rien. Voilà, on est fonctionnel. Donc voilà, surtout que le dating, c'est quand même un élément central du gameplay, donc les gens allaient y passer beaucoup de temps, etc. Donc c'était pas suffisant. L'avantage du coup de cette interface, c'est que la hiérarchisation, c'était beaucoup plus simple. On pouvait réutiliser les codes tout simple, hein. On travaille avec la taille, la couleur et la position pour donner de l'importance. Bon, voilà, on regroupe les choses dans des cases et on sait comment lire le truc. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on joue avec les contrastes. Là, mes titres, ils sont en blanc, ça ressort très bien. On sait ce qu'on regarde en premier. Pareil, avec des orders, on essaye de faire ressortir certains éléments. Voilà, on est revenu à une configuration beaucoup plus fonctionnelle. Aussi, du coup, l'utilisation des tooltips a été vraiment importante pour cette hiérarchisation de l'information, surtout dans le but de ne pas la surcharger. Voilà, le but, c'était toujours d'avoir cette UI accessible qui ne fait pas peur aux gens. Quand on a beaucoup d'informations à faire passer, c'est un peu compliqué. L'avantage donc d'utiliser beaucoup de tooltips, c'est que les joueurs, il a accès à beaucoup d'informations, mais quand il le souhaite, comme il le souhaite. Donc voilà, on a utilisé des tooltips plus minimalistes pour les petites infos juste à faire passer. Et puis les plus complexes, on avait un tooltip qui était assez multifonction. Moi, en graphisme, j'ai fait une base et il a pu être détourné dans plein de formes différentes pour faire passer l'information. Donc ça nous a permis de mettre des tooltips assez facilement partout, sans forcément à chaque fois passer par moi en mode Manon, il y a un nouveau tooltip, comment on le fait ? Tu as la structure, tu peux la modeler dans tous les sens, il n'y a pas de problème. L'avantage du coup, c'est que lui, elle devient beaucoup plus intuitive et elle distrait beaucoup moins le joueur de l'expérience parce que du coup, il a accès aux infos les plus importantes et les détails, il va les chercher lui-même, comme je vous le disais. Alors, revenons au point que j'ai abordé au tout début, de connaître sa cible. C'est là que c'est super important parce qu'on peut se rendre compte que sur une même interface, on peut avoir des gens avec des avis très opposés. Voilà, on a eu des retours de gens qui disaient il y a trop d'infos sur votre écran à LED, et d'autres qui nous disaient waouh, super, lui, super bien organisé, ça marche très bien, merci. Donc on est là, on dit du coup lequel j'écoute. Voilà, la question c'était de se poser pourquoi cette personne-là elle s'y retrouve pas et pourquoi celle-là elle comprend beaucoup mieux. On se rend compte que on est sur les joueurs gestion qui ont l'habitude d'avoir beaucoup d'informations, d'aller chercher l'information, et les joueurs plus cosy on a même eu des joueurs qui jouaient pas forcément sur PC, qui étaient même des joueurs juste mobiles, et en fait ils étaient perdus. C'était beaucoup pour eux, même si on avait essayé de faire le plus organisé pour que ça soit pas trop effrayant pour eux, c'était encore énormément d'informations. Donc pas toujours évident de trouver le juste milieu quand on choisit des cibles un peu et aussi éloignées. Donc voilà, donc à partir de là, moi je me suis dit comment je remets cette immersion dans mon UI sur les interfaces les plus complexes avec beaucoup d'informations, comment je réinjecte un petit peu d'immersion. Donc le but, c'était vraiment de trouver cet équilibre.
Donc la première étape, elle a été simple, hein, c'est de revenir déjà à l'intention primaire. Donc on enlève les boîtes toutes simples, on revient, on réinjecte juste un petit peu de l'or en fait. Bah voilà, mes boîtes, c'est un rouleau de papier. On va voir les ressources du village. Bah on va ouvrir le rouleau de suivi des ressources. Comme si, bah voilà, c'est juste rajouter un petit peu de l'or pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Et du coup, donc sur le dating, qui est vraiment la feature principale, ça a été beaucoup plus d'itérations pour ne pas casser en fait ce côté fonctionnel. Et après, le système a aussi beaucoup évolué niveau gameplay. Voilà, on a beaucoup itéré dessus, donc ça a permis aussi moi d'itérer beaucoup sur lui et de trouver un peu mon juste milieu. Au début, on a commencé du coup très timidement, on a rajouté un petit peu d'immersion mais sans trop toucher à la structure. Voilà, on rajoute de l'immersion là où on peut. Voilà, on rajoute un petit personnage du coup de voyante qui va nous aider à trouver l'âme sœur. Voilà, on doit chercher, on doit choisir le sexe de la personne qu'on veut dater. Bah voilà, peut-être que ça peut passer par sa boule de cristal qui nous donne les informations, etc. Et du coup, bah, on a vraiment itéré au fur et à mesure autour de ces idées-là, en rajoutant un petit peu toujours d'immersion, en se détachant un petit peu des boîtes quand c'était pas nécessaire. Voilà, bah là maintenant, on va dater quelqu'un, bah, on va rencontrer directement Tindra. Elle va nous demander ce qu'on cherche, on va donc ça passe par sa boule de cristal. Et après, bon bah voilà, dans les phases où on a beaucoup d'informations, on est revenu sur quelque chose qui est beaucoup plus clair, et Tindra elle prend pas trop de place, elle est dans son coin et ça suffit quoi. Donc ça se lance tout seul. Donc voilà un petit peu le flow du dating à sa sortie. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée de... Attendez, je vais mettre pause. Ah, attendez, reviens. Attendez. Voilà. Hop. Hop, c'est là. Voilà. Donc, au fur et à mesure de ces phases de dating, Tindra, elle prend plus ou moins de place. Et en fait, cette immersion, on se rend compte qu'on peut la faire passer dans des choses qui restent quand même très fonctionnelles. Par exemple, ici, donc on a toute la phase de date des personnages. Et Tindra, elle est là. En fait, avec ses cartes, elle permet d'apporter des indices, en fait, si vous avez oublié un petit peu ce que les personnages aiment ou n'aiment pas. Et du coup, bah voilà, on fait juste passer ça avec des cartes de divination. On demande des indices, bah on va se faire tirer les cartes par Tindra, et ça apporte un petit peu de lore, un peu d'immersion à tout ça, sans forcément prendre la place du fonctionnel. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Donc on a vraiment suivi un petit peu tout ça sur la plupart des interfaces par la suite. En fait, le but, c'était que tous ces éléments d'immersion qu'on injectait, ils pouvaient aussi en fait avoir un intérêt pour faire le lien avec lui. Par exemple, ici, on est dans la maison. À chaque fois qu'on rajoute un emplacement pour les personnages, bah, ça fait grandir la maison et on a un graphisme qui évolue au fur et à mesure. En fait, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de faire le lien entre ces éléments d'interface qui sont vraiment purement fonctionnels et ces éléments d'immersion qui, au final, sont là pour juste l'expérience, mais n'ont pas un grand intérêt. Là, ils deviennent beaucoup plus utiles. Ils apportent aussi ils apportent pas de l'information, ils appuient l'information que vous apportez avec votre interface. Et ça, c'est intéressant. Donc pareil, ici, on a la vue quartier. Donc voilà, comme je dis, vous avez vu à la base, on était vraiment sur quelque chose de purement immersif. On a rajouté quand même une surcouche d'UI beaucoup plus fonctionnelle pour avoir toutes les informations. Mais on fait quand même passer l'information directement par le graphe. Donc la maison, elle est inoccupée, elle a un graphisme qui permet de se rendre compte qu'elle est inoccupée. Quand il y a une famille dedans, la cheminée s'allume et le contraste devient beaucoup plus fort. Sur les emplacements à construire, on n'a pas de maison. Enfin voilà. Tout ça, ça vient vraiment appuyer cette information qu'on va faire passer par d'autres biais, mais
Voilà, ça permet de vraiment lier le tout. Donc pareil, les personnages, du coup, quand on glisse un personnage dans un bâtiment, le personnage va changer de vêtement pour avoir un vêtement lié à son métier. Donc au final, voilà, tout ce qu'on a voulu apporter en graphisme est venu donner un supplément d'information aux personnages, aux joueurs. Donc là, pareil, voilà, Ernesto, une fois qu'on a interagi avec lui, il s'en va, il laisse la place à rien du tout. Quand on recrute quelqu'un, on le voit directement arriver dans le village. Et voilà, c'est toutes ces petites choses qui viennent casser un petit peu le côté très rigide des boîtes et de cette UI très fonctionnelle qu'on a mis en place. C'est vraiment tous ces petits éléments par-ci, par-là. Donc voilà. Donc on voit que c'est un travail de beaucoup d'itérations. Voilà, je vous ai mis les différents mock-ups aux différentes étapes de la production. Enfin voilà, tout a été vraiment modelé au fur et à mesure des expériences, des tests, etc. Comment on garde maintenant une ligne directrice dans tout ça pour que ça fonctionne. En fait, une UI, pour ne pas perdre cette immersion qu'on a eu un peu de mal à intégrer, il faut qu'elle soit cohérente. Parce que voilà, lui, c'est un énorme pan du jeu, même hors jeu de gestion. Hein. Il y a des menus, il y a des galeries, il y a de la custo. Enfin voilà, ça peut être vraiment beaucoup de moments dans votre jeu et c'est important de garantir la fluidité en fait dans l'utilisation par le joueur. C'est pour ça que c'est important de créer des règles et de vous y tenir autant que possible au fur et à mesure de la prod et si besoin les faire évoluer, mais en tout cas vraiment que ça soit le socle de la conception de votre UI. Si vous commencez à faire un bouton qui fonctionne d'une manière sur une interface et un bouton qui fonctionne d'une autre manière un peu opposée sur une autre, là vous perdez le joueur et... Enfin, ça le sort complètement de l'expérience et c'est dommage. Donc voilà, c'est important vraiment de se faire des règles à suivre tout au long de la prod. Donc voilà, donc moi, à partir de là, c'était ce que j'avais posé. Je pars dans ce côté paperasse du village. Donc l'avantage, c'est qu'en plus, ça me permet de faire le lien avec le style graphique du reste du jeu. C'est assez facilement adaptable au line art que j'avais mis en place. Et voilà, donc... Toutes mes interfaces ont tourné autour de ce côté paperasse du village. Donc la palette de couleurs, pareil, toutes les interfaces du jeu tournent autour de cette même palette. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez cette palette qui fonctionne bien et déjà dans votre UI et avec votre jeu, vous n'avez plus qu'à suivre ces règles tout au long de votre prod, ça vous facilite aussi la tâche. Donc les fonds, c'est toujours ces couleurs-là. Les pop-up ont un code couleur selon le type de bâtiment. Les éléments importants et les sous-titres, les éléments que je veux faire ressortir sont en blanc, les boutons sont en gris et tout ce qui est line sont sur cette couleur-là, de marron. L'avantage, c'est que du coup, ces couleurs-là, elles ont pu être testées. Alors, pas assez en amont, parce que j'ai appris au fil de l'eau, mais en tout cas, n'hésitez pas à vraiment crash tester un petit peu vos couleurs, notamment sur le contraste, parce que plus vous allez avoir des éléments d'UI petits, plus le contraste va être important, parce qu'on perd vite en lisibilité. Et au niveau, pareil, de l'accessibilité, idéalement, on essaye de jouer sur les formes également pour pas que se baser sur la couleur, mais il y a des moments où on a fait que la couleur et si je ne fais pas attention à certaines perceptions des couleurs, je vais perdre certains joueurs et c'est dommage. Donc voilà, quand on met en place cette palette, autant prendre en compte tout ça en amont, parce que plus on s'en rend compte tard, plus vite c'est compliqué de tout changer. Voilà, moi, à la fin de la prod de Legberg, c'est vrai que mes contrastes, des fois, ils n'étaient pas suffisants et ça a été plus compliqué à changer que si ça avait été pensé en amont. Donc voilà, petit conseil. La typo. Du coup, la typo, c'est pareil, hein, elle suit les mêmes règles. Sur Legberg, on a 3 types de typos différentes qui ont chacune leur fonction et leurs besoins spécifiques.
Donc les titres et les boutons, je voulais, voilà, comme c'est des éléments assez importants que je veux que le joueur interagisse beaucoup avec, aille les chercher, je voulais que ça soit, qu'il ait une petite identité un peu sympa, peut-être un côté un peu écrit à la main, etc. Bon voilà, ça se prête pas à des textes trop longs, à des phrases, donc normalement ça se prêtait bien à cette utilisation-là. Malgré tout, il a quand même fallu beaucoup revenir dessus parce que, par exemple, on se dit, bah ouais, mais en fait, les caractères spéciaux, est-ce qu'il y a vraiment tout ce qu'il me faut pour la trad? C'est pas forcément la chose à laquelle on pense tout de suite, mais au moment où ça arrive, et forcément, faut le prendre en compte. Donc, et pareil, on s'est rendu compte voilà, que sur Unity, elle ressortait parfois moins épaisse que ce que ça pouvait rendre dans Photoshop. Donc voilà, on l'a un petit peu aménagé pour que ça reste bien lisible pour tout le monde. Du coup, les textes, eux, ont une typo beaucoup plus simple. Le but, c'est que l'info, elle soit claire et il ne faut pas que ça rebute en fait le joueur à lire des pavés de texte. Donc, globalement, c'est pas là qu'on va chercher à faire des folies. On veut juste que ça soit agréable à lire. Bon, voilà, faut juste qu'on ait des possibilités de faire différents niveaux de lecture avec du gras, de l'italique, et après on jouera avec les couleurs. Mais voilà, on lui en demande pas plus. Il faut juste que ça soit fonctionnel. Et du coup, la dernière typo pour les chiffres, comme on est dans un jeu de gestion, les chiffres ont quand même une grande importance. J'ai cherché une typo un peu plus grasse qui ressorte bien. Voilà. Donc globalement, les typos, c'est en plus de leur forme, leur taille est super importante. De pop-up en pop-up, j'ai eu 2-3 tailles différentes, mais pas plus, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que le joueur, il va avoir plein de façons de switcher très rapidement entre vos pop-up. Rien de plus désagréable qu'avoir des trucs qui grossissent, qui rétrécissent entre les pop-up. Donc voilà, essayez de vous tenir quand même à des mêmes tailles au fur et à mesure. Ça sera beaucoup plus agréable. Ça ressortira beaucoup moins à l'utilisation. Au niveau du test, c'est un peu comme les couleurs. N'hésitez pas à crash tester un petit peu ce que vous choisissez parce que quand on arrive à devoir mettre de l'allemand dans le jeu, on panique un peu, on a des sueurs froides parce que c'est des mots très très longs qui prennent de la place. Dans notre jeu, on n'avait pas beaucoup de place, donc ça a été difficile. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai juste testé en allemand directement. Je dis bon ça passe, je peux y aller. Donc les typos ne prennent pas tous les mêmes places, donc voilà, testez en amont celle qui vous permettra de faire le plus de choses. Ça peut vous aider pour la suite. Hop. Donc pareil, l'iconographie, on suit pareil, toujours cette même logique. J'essaye d'avoir toujours la même taille de contour, le même traitement au maximum pour que y ait un lien quand même entre tout ça et que d'un icône à l'autre, on n'ait pas quelque chose qui puisse être désagréable ou ressortir. En fait, le but, c'est que ça se fonde assez dans votre jeu et il ne faut pas que le joueur il se dise tiens, c'est bizarre, ça n'a pas sa place là. Le plus dur, je trouve, dans les icônes, c'est qu'on a difficilement la vision sur tout ce qu'on va devoir faire au fur et à mesure du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais là en mode ouais, mais j'ai même des icônes qui se ressemblent trop. Parce qu'en fait, des fois, je faisais des icônes qu'on allait utiliser en grand, et puis après, on arrivait à me dire, maintenant, cette icône, on veut l'utiliser dans un tout petit tooltip qui sera comme ça, et on pourra pas bien lire ce que c'est. Donc, il faut qu'il ait une forme vachement reconnaissable, parce que tout ce qui est couleur et petits motifs qu'il y a dessus, ça sera à peine lisible, mais il faut que la forme soit assez reconnaissable. Et ça, c'est vrai que je l'avais pas toujours bien anticipé, donc il y a eu des allers-retours là-dessus. Voilà, c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose de remarquable, tout en restant dans cette cohérence globale. Et pareil, du coup, au niveau des formes et de la logique de certaines choses, j'ai vraiment suivi, pareil, toujours le même credo. Tout ce qui est objet à débloquer, etc., il y avait toujours cette ligne en pointillé pour que le joueur il sache toujours que voilà, il y a ce graphisme-là, ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose à débloquer ou qui va arriver, etc. Les boutons, ils ont toujours à peu près cette forme-là, avec le petit V en dessous pour rappeler l'action. Les titres, ils ont à peu près toujours cette forme de banderole, sauf vraiment cas extrême. Mais voilà, en tout cas,
je crée des habitudes chez le joueur et l'avantage c'est que ça devient logique pour lui en fait. Ma logique devient la sienne. Il se dit bah voilà, elle a fait une banderole pour les titres, je cherche mon titre, je vais chercher les banderoles et puis voilà quoi. Donc voilà, et c'est tout. Et bon non, pas encore. Donc une fois qu'on a notre UI fonctionnelle, cohérente, immersive, bah, c'est génial. Par contre, on peut venir encore ajouter une petite surcouche là-dessus, qui est l'animation. L'avantage, c'est que ça rend le tout plus dynamique, plus réactif. Bon, on n'est pas sur du mouvement juste pour faire joli, hein, parce qu'on peut vite sortir le joueur, ça va attirer l'attention, etc. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de l'utiliser dans son intérêt, donc pour souligner une action à faire, une réaction sur vol, des transitions fluides. Voilà, il y a plusieurs manières de l'utiliser dans votre intérêt. Attention, donc, comme je disais, à pas tomber dans l'abus. Hein. Quand c'est trop visible, trop envahissant, c'est compliqué. Nous, sur Legberg, on a des UI qui prennent beaucoup de place. Tout l'écran, fallait qu'on propose du skip dessus parce que le joueur, il allait peut-être le voir 12 fois, ou peut-être qu'au bout d'un moment, il en a marre. Donc voilà, et attention que ça soit bien responsive pour que lui, elle soit pas compliquée à utiliser. Il faut que quand on appuie, ça réagisse et que le joueur, il ait vraiment la sensation que c'est son action qui a lancé le truc, quoi. Donc voilà des petits exemples d'interfaces qui sont venus nourrir, d'animations qui sont venues nourrir l'interface de Legberg. Donc voilà, quand on augmente la taille du stock, on a des petits plus qui apparaissent. Ça permet de mettre l'accent visuellement dessus. Le joueur, il n'a pas l'info qui reste 12 000 ans, il a les infos par les chiffres, mais en tout cas, il voit qu'il se passe quelque chose. On attire son attention dessus. Pareil, quand on a des enfants, on a une petite animation qui se lance. Quand on réussit une des phases des dates, on a le petit cœur qui se remplit avec une animation. Et ici, c'est au niveau de la méta, quand on unlock des cadres. Alors là, c'est vraiment plus pour l'aspect un peu rewardant. Voilà, tu as débloqué quelque chose, tu as un petit truc un peu sympa qui se passe. C'est toujours intéressant. Donc voilà, pareil, ici, on met une petite animation pour appuyer, c'est quand même une info un peu importante. On veut que le joueur il regarde bien et qu'il imprègne ces informations. On met une petite animation dessus. Ça coûte rien, si un petit peu, mais pas trop. Du coup, pour aller encore plus loin, pensez donc à bien optimiser vos interfaces. On a beaucoup de box, etc. On essaye de réutiliser pas mal d'objets d'écran à d'autres quand on peut. Pareil, il ne faut pas hésiter à bien couper ces objets dans Unity pour avoir des textures qui ne sont pas trop grandes inutilement. Enfin voilà, faut penser que si votre UI et votre jeu lag, elle sera plus agréable à utiliser, votre interface. Donc bien penser à l'optimisation. Surtout si en plus vous allez porter sur console, etc. C'est pas les mêmes contraintes. Et puis pareil, toutes les contraintes où votre UI va devoir s'adapter à d'autres tailles d'écran, etc. N'oubliez pas de bien l'anticiper autant que possible parce que le faire après coup, c'est pas le plus agréable. Et puis pour finir, permettez la personnalisation de votre UI à vos joueurs. Ça leur permet aussi de la prendre en main, de se l'attribuer, vous avez compris le principe, de se l'approprier. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc voilà, c'est juste, ça devient encore plus agréable pour eux de l'utiliser parce que ils l'utilisent comme ils ont envie, donc ça se prend. Voilà, petite slide sur le son parce que c'est pas mon métier, mais en tout cas c'est pareil, c'est comme les animations, ça vient vraiment permettre d'appuyer votre interface. L'ajout des feedbacks audio, il est vraiment pas à négliger parce qu'il permet de passer des informations aux joueurs sans forcément passer par du visuel. Voilà, on peut avoir des sons d'ambiance, des sons de rétroaction sur les actions, des indicateurs audio pour les événements importants. Enfin voilà, tout ce qui peut être passé autrement que par du visuel peut être aussi intéressant si vous voulez pas trop charger votre UI. Donc voilà, je laisse les experts après faire ça. Voilà, donc conclusion, il n'y a pas de bonne recette pour faire une UI. Moi, tout ce que je vous présente ici, c'est le cheminement que j'ai eu sur Legberg. La meilleure façon de faire, c'est celle qui correspond le mieux à votre jeu et à votre expérience et à vos joueurs.
En tout cas, amusez-vous parce que c'est vrai que lui, ça peut être tellement plus que juste une boîte, hein. On peut faire passer beaucoup de choses par lui. Donc voilà, essayez de vous amuser avec. Ça permet quand même aussi d'être plus marquant pour le joueur comme expérience. Mais voilà, toujours en gardant cette rigueur avec vos règles pour faire que ça fonctionne malgré tout, pas partir dans tous les sens, quoi. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Et merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vois une voyante, j'ai vu aussi une cigogne qui apporte des bébés. Est-ce que ça a été source de discussion, débat sur la symbolique des personnages que vous avez pris pour renforcer lui? Bah, ça soulevait forcément des questions parce que les joueurs ont toujours... quand on injecte du lore, les joueurs sont toujours très exigeants sur ce que ça veut dire, etc. Donc c'est vrai que par exemple la cigogne, ça nous permettait... on a des couples en fait hétéros et des couples homosexuels, etc. Voilà, on voulait pas limiter les gens dans la conception de leur couple. Ça demandait aussi d'expliquer pourquoi les couples homosexuels pouvaient avoir des enfants. Voilà, utiliser ce genre de code, ça nous permettait aussi de squeezer un petit peu ces problématiques. Voilà, au niveau de la voyante, j'avoue que c'est venu c'est venu tout de suite quand on a eu le concept de l'idée du jeu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, c'était plus une envie à la base. On voyait cette vieille mamie dans sa forêt, un peu bizarre. En fait, au final, on ne sait pas vraiment si c'est une voyante. Elle est magicienne, mais on n'est pas sûr. C'est jamais assumé totalement. Donc voilà, on n'a pas de parti pris là-dessus. C'était vraiment juste une envie d'avoir ce personnage avec ce background. On trouvait ça vachement intéressant et on a itéré dessus au fur et à mesure en suivant cette ligne directrice, en espérant bien le faire, quoi. Voilà. Bonjour, merci Bonjour. pour le talk. Est-ce que vous remarquez des codes au niveau de lui qui sont en train de... Est-ce qu'il y a une codification de lui ou est-ce que, comme il y a des jeux très différents, au contraire, c'est quelque chose qui varie vraiment de jeu et de genre? Merci. Pour moi, il y a des effets de mode là-dessus. On se rend compte quand même qu'à une époque, on était beaucoup sur du scomorphisme, sur quelque chose de très dense, très dans l'immersion, avec des objets, quelque chose de très... de très lourd au niveau de lui, parce que à l'époque on voulait que les gens ils les utilisent facilement, qu'ils comprennent facilement comment utiliser. C'est vrai que maintenant qu'on commence à être de plus en plus à l'aise avec la technologie, j'ai l'impression que, c'est un avis purement personnel, hein, je me base sur mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'on peut se permettre plus facilement des flat design parce que les gens ils savent interagir avec du flat design. On n'a plus forcément besoin de faire un bouton qui ressemble à faire un truc qui ressemble à un micro pour savoir que le son va passer par là, en fait. Les gens, ils commencent à avoir des codes avec des choses beaucoup plus simples, et c'est pour ça, on se rend compte de toute façon, même sur les interfaces de nos téléphones, etc., les poubelles ressemblent plus forcément des poubelles, etc. On commence à être sur des choses beaucoup plus simples graphiquement. Après, voilà, je pense pas qu'il y ait forcément... un sens à suivre. Je pense que c'est comme tout, il y a des modes, il y a plus de gens qui vont aller vers ça, il y en a d'autres qui vont justement vouloir aller à contre-pied, et voilà, il faut juste faire ce qu'on a envie de faire et d'apporter comme expérience, et puis voilà, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas qu'une bonne façon de faire, il y en a plusieurs, donc à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Merci déjà pour le talk. Est-ce que vous avez eu des soucis du UI ou du UX qui ont été résolus par le game design au final? J'imagine en plus d'avoir le game designer qui faisait le UX, ça a dû permettre de faire plus d'allers-retours. Ouais, plus de problèmes dans quel sens J'imagine des problèmes du UI qui en fait montraient que le gameplay était trop complexe ou
pas assez uniforme et demander trop d'explications ou de menus différents? Au final, c'est vraiment un travail d'équipe, donc il n'y a jamais eu trop de friction là-dessus parce qu'on a tout construit ensemble. Donc au final, c'est des discussions ensemble à avoir en disant voilà, moi j'ai ces contraintes, toi tu as ces contraintes, comment on trouve le meilleur des deux mondes entre les deux? Des fois, c'est difficile parce qu'on est obligé un peu de trancher arbitrairement. Et c'est pour ça que toute l'équipe peut rentrer aussi en ligne de compte pour donner son avis. Il y a des moments avec le game designer, on n'était pas d'accord. On a posté dans l'équipe, on a dit vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous paraît le plus logique? Et ça permet de trouver un juste milieu entre les deux. Il n'y a pas forcément l'un qui... Après, ça dépend des niveaux d'expertise de chacun sur le sujet aussi. Mais moi, je sais que par exemple, en UX, on a des GD qui sont assez calés. Donc des fois, je dis juste, oui, tu sais sûrement mieux que moi, ok. C'est moi qui vais me plier. Mais c'est vrai que des fois, quand je suis assez sûr de mon coup et que je trouve que c'est pas forcément pertinent, je vais appuyer mon truc et je vais dire, là, il faut qu'on en rediscute. Et voilà. Pour moi, c'est de la discussion. De toute façon, c'est du travail d'équipe. Comme je disais au début, on travaille en tandem. Donc, il faut pas que ça soit l'un plus que l'autre. Il faut vraiment trouver les solutions ensemble pour que ça marche. Ok, je voulais plus parler de problèmes de design que de problèmes d'équipe. C'est parce que au final, c'est pas tellement que c'est un problème d'équipe, c'est que les problèmes de design, ils entraînent forcément une discussion d'équipe derrière. C'est lié, on peut pas délier les deux, mais en tout cas, oui, des fois, c'est ce que je dis, il y a eu des contraintes de design qui sont apparues, mais on en discute et on trouve une autre possibilité, soit en design graphique, soit en design de l'UX pour pallier à ce problème, quoi. J'espère que c'est quand même répondu. Ouais, un petit peu la même question aussi par rapport au playtest. Est-ce qu'il y a eu des playtests de Fake qui vous ont amené des surprises ou qui ont réorienté certains choix? Oui, clairement, de toute façon, au fur et à mesure des différents playtests, on a retapé le système de dating. On a eu 3-4 versions faciles où on a repensé entièrement le flow du truc. Parce qu'en faisant tester, on se rend compte que les gens ne ressentent pas ce qu'on voulait qu'ils ressentent. Parfois qu'il y a de la friction et que c'est pas agréable à utiliser. Et alors, les playtests généralement valident des choses qu'on a déjà conscience, des choses où on commence à se rendre compte en design. Ça permet de confirmer ça, parce que généralement on le voit un peu venir quand même. Mais oui, clairement à chaque bêta, et de toute façon elles étaient là pour ça, on a réajusté au fur et à mesure ce qu'on proposait pour que les joueurs ils retrouvent c'est une bonne expérience pour eux mais voilà, comme on avait dit, ce qui était un peu compliqué, c'est de faire le pont entre ces joueurs plus cosy et ces joueurs plus gestion pour que tout le monde s'y retrouve, parce que des fois ça peut être des retours très opposés et c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. C'est un peu le risque en s'attaquant à des cibles comme ça, mais en tout cas voilà, c'était un beau challenge. On a essayé. Merci beaucoup pour la présentation, encore une fois. Est-ce que vous êtes frotté à la question de l'adaptation Gamepad pour Legberg Legacies? Non. Non. De toute façon, en fait, nous, le projet sur Legberg, c'était déjà de sortir sur PC et de voir comment ça se passait. On n'avait pas forcément d'autres ambitions de faire d'autres choses derrière, donc on n'a pas poussé ces réflexions-là. Voilà. Merci Manon. Je voulais savoir si vous aviez déjà envisagé de tester un peu l'UI au niveau de l'état du mock-up avant les étapes de playtest, ce genre de choses. On essaye, à chaque fois qu'on avance dans les projets, etc., on essaye d'améliorer ça, effectivement. C'est pas toujours facile parce que la prod, ça va vite des fois et on se retrouve un peu embarqué dedans en disant en fait on n'a pas le temps, faut qu'on avance et on y va. On essaye de plus en plus de prendre ce temps de tester en amont et puis d'accepter aussi d'avoir des images qui sont pas qualité finale tout de suite. Je pense que c'est un peu cette peur-là qu'on a eue, c'est de présenter
réorienter des images avec des bouts qui ne nous conviennent pas. Mais voilà, il y a un lâcher-prise qu'on essaye dessus, en mode voilà, ça sera un truc simple. On a une UI où on présente à quoi ça va ressembler, mais tout le reste, on reste d'abord sur le fonctionnel, on voit si ça fonctionne bien, et une fois que tout est stabilisé, on vient l'habiller entièrement, parce que c'est très coûteux à chaque fois de reproduire des UI, de les réintégrer, ça met beaucoup de monde dans la boucle à chaque fois, et c'est pas forcément le mieux de toute façon, mais c'est vrai que voilà, le problème de la prod, c'est que des fois tout arrive en même temps, on se laisse prendre par l'engrenage, il faut avancer, et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve un petit peu à dire en fait j'ai tout fait et on n'était même pas encore sûr que ça nous convenait totalement. Maintenant que je le teste, je suis pas sûre. Donc voilà, il faut éviter autant que possible. Voilà, maintenant, comme je disais, les contraintes de com, etc. sont pas toujours faciles parce qu'on veut communiquer assez vite à nos joueurs, mais c'est compliqué quand on n'a pas des images assez quali pour. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver là-dessus. J'espère un jour je vous referai une autre conf où je vous dirai qu'on fait mieux. C'est le but. Voilà. Merci. Merci pour votre présentation. J'avais une question sur les mécanismes de feedback audio de l'UI. Je me demandais qui pensait en fait ces mécanismes-là. Est-ce que c'était le sound designer ou c'était pensé par le game designer pour la partie UX ou l'UI? Je pense pas que ça soit forcément une règle générale. Enfin, nous, l'avantage, c'est qu'on avait quelqu'un en sound design qui était assez calé, donc c'est pareil, il apportait beaucoup au niveau de ses propositions. Des fois, il était là en mode ça serait super chouette, etc. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux de l'envisager dès la conception au niveau du design. De toute façon, plus on y pense en amont, mieux c'est. Mais voilà, ça dépend en fait, je pense, de chacun, ce qu'il peut apporter en fait sur ça. C'est vrai que en termes de conception, c'est pas la première chose à laquelle on va penser. On se laisse souvent partir dans les systèmes, la fonction, tout ça. Donc le son, on a souvent tendance à mettre ça un peu en dernier, en mode allez, si on a le temps, on mettra une petite surcouche de son partout. Mais c'est pas la meilleure manière de faire. C'est toujours pareil, c'est que il y a le truc qu'on devrait tous faire et que ça serait génial qu'on le fasse. Et puis il y a la réalité en mode on va essayer de faire mieux là-dessus, quoi. Donc plus tôt on y pense, mieux c'est, mais dans la réalité, juste y penser, c'est déjà bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. J'avais une question de savoir s'il y avait eu des discussions. Tu as parlé des adaptations, notamment vers l'allemand, et je me demandais s'il y avait eu des discussions sur les significations de certains pictogrammes ou certains dessins qui peuvent être plus ou moins bien pris selon les cultures. On en a eu beaucoup, oui, surtout dans un jeu comme ça où on veut quand même être assez inclusif, etc. Surtout c'est dans les valeurs d'Ishtar, donc on peut pas se permettre de faire des faux pas. Après, c'est vrai que des fois on s'en rend pas compte, on est dans le truc, on a aussi des automatismes les jeux, mine de rien, il y a des choses qui se font depuis des années et on n'a pas forcément des fois le recul dessus, se dire en fait c'est pas ouf. Mais il y a plein de fois, oui, on s'est posé la question en mode quelle est la meilleure manière de le représenter. Faut pas hésiter dans ces cas-là à demander aux personnes concernées qui sauraient le mieux répondre là-dessus pour pas faire de faux pas. Après voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que des fois, comme je vous disais, on se rend pas compte. En tout cas, on a vraiment le désir de faire le moins de faux pas possible et on reste à l'écoute de toute façon des retours des gens. On a eu des retours des fois de choses qui plaisaient pas aux joueurs. On a toujours fait en sorte de les écouter et d'aller dans ce sens, même si des fois ça nous arrange pas parce que les contraintes de temps, etc. Du projet font que parfois c'est compliqué de les écouter. C'est l'avantage de le faire tester en amont, on crash teste un peu avant, hein, ça nous permet de voir. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça arrivera encore que des fois on fasse des faux pas. Et le principal, je pense, c'est qu'on puisse en parler et s'améliorer. Et on essaye en tout cas au fur et à mesure d'être le plus juste sur ce qu'on représente et ce qu'on dit, quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. Alors moi, j'avais une question par rapport à... Vous avez évoqué les problèmes de typographie, notamment certains
certains signes qui peuvent ne pas être designés. Je sais que des fois, choisir une typographie, ça peut être extrêmement long et chronophage. Et je me demandais si au sein d'une équipe, des fois, on ne se pose pas la question si ce serait pas forcément plus coûteux, mais plus simple d'avoir carrément une personne qui design la typographie comme on voudrait, la typographie parfaite comme on la sentirait. Bon, je pense que ça pourrait. Après, je pense que ça serait peut-être quelqu'un de ponctuel, peut-être un freelance ou quelque chose. Oui, clairement, c'est possible. Après, c'est vrai que c'est pareil, c'est le genre de truc, ça prend de l'importance si on en donne. En fait, on peut très vite avancer en disant, vas-y, c'est toujours pareil, c'est le gameplay first en fait. Il faut que l'expérience elle soit fun, ça marche, et tous ces trucs à côté, il faut prendre le temps de le faire et appuyer. Je pense que c'est au travail de chacun de prouver l'importance de ces choses-là et de batailler et de dire voilà, ça on en a besoin parce que pour telle raison, et que ça se démocratise et que ça devienne normal aussi. C'est toujours pareil, c'est que oui, on peut faire au plus simple, mais si on fait appel à un pro, c'est toujours mieux. Après, c'est vrai que dans les petites structures, on a plutôt tendance à avoir des gens très généralistes qui font un peu de tout que d'avoir des spécialistes dans chaque domaine, parce que forcément c'est plus coûteux. Mais en tout cas, rien n'empêche de ponctuellement faire appel à quelqu'un qui est expert en la matière pour pallier aux problèmes. Effectivement, c'est mieux de passer par quelqu'un. Je pense que ça peut aider sur bien des aspects. Surtout, là, moi, c'était ma première expérience, donc il y a plein de choses que j'ai découvert un peu au fil de l'expérience, quoi. Donc, je ferai mieux par la suite. Sûrement pas encore autant qu'un pro, mais en tout cas, au fur et à mesure, ça sera de plus en plus simple, normalement. Merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, merci encore pour la présentation. J'aurais une petite question à propos de l'accessibilité. Tu parlais tout à l'heure au niveau des couleurs, des personnes qui pouvaient mal voir certaines couleurs ou qui auraient des problèmes de vue. C'était quelque chose qui a été un petit peu réfléchi au cours de la production. Est-ce que ça a aussi été intégré dans le jeu de pouvoir adapter, par exemple, les couleurs, si on voyait mal les rouges ou si on avait des problèmes de vue, de grossir les textes? Est-ce que ça a été mis dans le jeu et dans quel cadre ça a été un challenge si ça a été fait? Non, ça n'a pas été intégré dans le jeu, tout simplement parce qu'on n'a pas pu, en termes de contraintes de temps, etc. Enfin, c'est arrivé très tard, ces réflexions. Comme je vous dis, on a beaucoup itéré sur le système, sur le jeu, pour que déjà on arrive à quelque chose qui fonctionne bien. Et du coup, malheureusement, c'est passé un petit peu derrière, en mode, voilà, il faut déjà que ça fonctionne bien pour après se poser ces questions-là. C'est pareil, on a des gens encore qui bataillent en interne pour que ça soit des questions qui arrivent beaucoup plus en amont, pour qu'on puisse les prendre en compte. Mais voilà, c'est pas toujours évident, effectivement, de les intégrer dès le début, parce que dès le début, il y a plein de choses à penser. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose encore qu'on peut améliorer pour effectivement proposer des options dans le jeu, etc. Pour les joueurs. C'est clairement une piste pour l'avenir, je pense, qui pourrait être intéressante à creuser. Malheureusement, actuellement, on essaye déjà de le faire de notre côté. Et je pense qu'on peut même encore aller plus loin de ce côté-là, comme je disais, travailler sur les formes, etc. Là, on est un peu au niveau zéro de ce qu'on peut déjà proposer. Puis voilà, on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Je pense qu'il faut accepter qu'on évolue au fur et à mesure de ses prods, de sa carrière, etc. J'ai pas honte de dire qu'il y a des fois, quand on sait pas et on apprend, on se rend compte de plein de choses au fur et à mesure et qu'on va essayer de les améliorer au fur et à mesure. On peut pas faire parfait tout de suite et il n'y a pas de mal à ça. On essaiera de faire au mieux au fur et à mesure. Merci beaucoup. Voilà. Et c'était la dernière question. Merci à tous.